Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 23 avril, bonne fête à Georges et bienvenue à tous. La ville de Montluçon, Épis de Lumière et une trentaine de musiciens avaient répondu à l'appel de REI afin d'aider ce petit garçon de 14 ans d'acquérir une nouvelle combinaison Molly qui va lui permettre de mieux se tenir et maintenir son corps. Un concert était organisé au MUPOP, le public a répondu nombreux à cet appel de détresse. On remercie vraiment la solidarité montluçonnaise parce que c'est quelque chose qui a été, on le voit encore là, la salle se remplit tout doucement et sûrement. Et c'est vrai qu'on n'en revient pas finalement, on n'a pas les mots pour dire, parce que merci est un euphémisme par rapport à vraiment ce qu'on ressent. Bonjour et merci d'être venu, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'à la base on avait que 150 places et que maintenant on a plus de 300 personnes qui sont prévues. Et tu vas pouvoir avoir ta combinaison? Bah oui, normalement oui. Donc et après s'il n'y en a pas assez on fera tout pour tout pour sortir l'argent qu'il faut pour compléter ce qu'on va récolter. Et j'espère vraiment qu'on va l'avoir. Tous les artistes qui se sont mobilisés, mes amis qui sont à l'origine de tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça fait chaud au cœur. Pour un bisounours comme moi, ça fait vraiment chaud au cœur. Le pari de l'amitié et de la solidarité est gagné du moins pour Paul. Il aura prochainement sa combinaison Molly qui va l'aider dans sa vie. Un concert était organisé au profit du petit garçon atteint d'une maladie rare. Le public nombreux a répondu à l'appel de détresse. L'idée est venue de mes amis de lycée qui spontanément, quand ils ont connu mes difficultés, ont voulu organiser un concert. Et alors la spontanéité de la ville de Montluçonnaise a été exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en une semaine, tout a été calé. On avait les locaux du MUPOP à disposition. On a eu des réponses rapides, précises, spontanées et la bienveillance a marché tout de suite. La ville de Montluçon, Épis de Lumière et une trentaine de musiciens avaient répondu à l'appel de REI afin d'aider ce petit garçon de 14 ans d'acquérir une nouvelle combinaison Molly qui va lui permettre de mieux se tenir et maintenir son corps. Épis de Lumière, voilà, oui. Viviane, pour l'anecdote, c'est la maman d'une amie aussi de lycée et que j'ai recontactée pour le projet qu'ils avaient pour les petites voitures. Donc on s'est mis en contact toutes les deux et c'est vrai que le courant est tout de suite passé comme à l'époque. Et c'est vrai que Viviane m'a aidée aussi pour faire tous les démarches pour pouvoir promouvoir un petit peu cet événement sur Montluçon. Ils sont tous là autour de moi, je les remercie, j'en profite un petit peu parce que j'ai pas eu beaucoup... Non, je le prononce pas, tant pis pour vous. Bon, d'accord. Une IMC, c'est une maladie avec de nombreux facteurs. Pour Paul, c'est au niveau cérébral qu'elle s'est attaquée et il ne peut pas se mouvoir. Pour Paul, c'est de naissance en fait. Alors parce que c'était une grossesse gémellaire, il a une sœur jumelle, Jeanne, qui elle n'avait pas de soucis pendant la grossesse et ils ont diagnostiqué une souffrance fœtale pour Paul pendant ma grossesse. Donc du coup, ils ont décidé de faire, au bout de 6 mois et demi, venir les enfants, une naissance donc prématurée, grand prématuré à 6 mois et demi. Et c'est à la première écho des Fontanelles qu'on a décelé les séquelles sur Paul. Beaucoup d'enfants sont atteints d'IMC. Les IMC sont différentes. Paul, ça s'est localisé sur le moteur. Ça peut être des IMC qui se localisent sur le moteur et le cognitif, par exemple. Ce sont des zones d'ombre opaques qui se mettent dans le cerveau, finalement. Enfin, qui ne se mettent pas dans le cerveau, qui sont pour Paul de naissance, ou suite à un accident vasculaire cérébral, par exemple. Et donc, cette incapacité motrice cérébrale touche quand même beaucoup d'enfants. De futures manifestations sont en réflexion afin d'aider ces enfants à combattre cette maladie. Là, pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur ce projet-là pour pouvoir, dans l'urgence, obtenir Molly le plus rapidement possible. Une fois Molly acquise, il faudrait développer, du coup, les structures adaptées pour pouvoir avoir un staff
qui viennent parce que la combinaison est d'origine suédoise et seuls les Suédois sont habilités à faire un suivi de la combinaison pour les réglages, les choses comme ça. Donc le but du jeu, dans un deuxième temps, ce serait de faire venir le staff suédois sur la région montluçonnaise ou clermontoise, enfin en Auvergne en tout cas, pour pouvoir avoir un suivi. Oui, je vais faire... il y a eu le brevet blanc, donc ça nous a déjà bien préparé pour les examens futurs et je vais faire tout ce que je peux pour l'avoir tout simplement. Et puis d'autant plus que pour les personnes handicapées, c'est beaucoup plus difficile de s'insérer dans la vie active. Donc c'est pour ça que je vais fournir beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Une exposition sur le handicap a lieu actuellement dans le hall de la cité administrative à Montluçon, afin de découvrir le handicap visible et invisible, un autre regard. C'est la colère à l'entreprise France Fermeture, spécialisée dans la fabrication des volets roulants à Boussac dans la Creuse. Une grande partie des salariés du site sont en grève. Une grande partie des salariés du site... Pourquoi j'y arrive pas à ça? Une grande partie des salariés du site et ceux des 4 autres entités du groupe sont en grève. C'est la colère à l'entreprise France Fermeture, spécialisée dans la fabrication de volets roulants à Boussac, dans la Creuse. Une grande partie des salariés du site et ceux des 4 entités du groupe étaient en grève. Ça fait 15 ans qu'on demande le 13e mois. On a commencé les NAO, résultat, on nous propose 1,2. L'inflation, 13e mois, on peut en parler avec les nouvelles directions qui veulent faire du social, mais finalement, ils n'en font pas. On peut avoir le 13e mois un jour. Un jour quand? Peut-être dans 15 ans. Donc maintenant, les gens en ont ras-le-bol. Des gens, ça fait 32 ans qu'ils sont là, ils touchent 1430 € net par mois. On avait une mutuelle, ils ont fait un contrat responsable. Résultat, maintenant, une couronne, t'en as pour ta poche. Donc voilà, maintenant les gens, tu les vois, ils en ont ras-le-bol. Et on est prêt, on va tout bloquer, on commence mercredi. Les salariés veulent faire pression sur la direction pour obtenir de meilleures augmentations et une prime du 13e mois. En effet, la plupart des salariés ne touchent guère plus que le SMIC, même après plusieurs dizaines d'années d'ancienneté. L'usine qui emploie 140 salariés était à l'arrêt ce vendredi depuis 5 h du matin. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, bienvenue à la maison du Docteur Bonnat. Et on va découvrir un romancier creusois qui a traversé toute la France, qui est passé de la Moselle, qui est passé par Montpellier et qui est repassé en Creuse. Et on va vous présenter, c'est Jacques Jaune. Vous êtes romancier creusois, oui. Vous avez sorti donc La Brème d'Or, oui. Ensuite donc Vengeance en Creuse, oui. C'est bien ça, et après Le Cordonnier d'Aubusson. Alors comment vous êtes venu cette passion de l'écriture? Alors au départ, j'ai commencé par, donc vous avez dit La Brème d'Or, parce que j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, qui ont vécu une épopée un peu extraordinaire, qui est prise dans l'histoire de la Moselle, qui a changé 4 fois de nationalité en 75 ans. Donc mes parents, mes arrière-grands-parents ont changé 4 fois de nationalité. Et j'ai trouvé donc que ça collait tellement à l'histoire de ce département que j'en ai fait une saga familiale sur 3 générations. Alors donc j'étais à l'école en Creuse, j'étais enfant à l'époque, mais quand mes parents sont arrivés j'avais 5 ans, et donc j'ai passé les années 60 jusqu'à l'adolescence, même plus, jusqu'à 16 ans, à Chénérail exactement. Donc mes parents tenaient un restaurant, un hôtel-restaurant là-bas, que beaucoup d'entre vous creusois connaissez, puisqu'il y en a beaucoup qui, lorsque je fais mes dédicaces, ils se souviennent très bien même de mes parents. Donc j'ai voulu parler de cette période pour 2 raisons. La première, il y a une nostalgie personnelle, évidemment, on est tous un peu nostalgiques de son enfance, et je viens de le dire, j'étais très heureux, donc j'ai voulu y revenir dessus. Et la deuxième chose, c'est que la vie en Creuse a beaucoup changé, j'ai voulu revenir sur cette vie à la campagne, dans le Limousin profond, la campagne, de ces années-là, où j'ai encore connu, moi, à Chénérail, les foires telles qu'elles étaient à l'époque, les foires au Petit Cochon, au Porcelet, avec les paysans qui venaient à cheval aux foires avec la carriole. Ça paraît complètement désuet aujourd'hui, mais ça j'ai encore connu. Derrière l'hôtel de mes parents, il y avait plein de chevaux qui étaient donc attachés, ils dételaient les charrettes. Voilà ce que j'ai encore connu. Tout ça, j'ai voulu le raconter dans un livre un peu pour les jeunes générations, parce qu'on parle beaucoup des années 60. On glorifie, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage, c'est vrai qu'à l'époque, on allait vers le progrès, n'empêche que la vie était difficile, était dure, surtout dans nos campagnes, elle était dure, et ça, il faut y revenir. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas encore l'eau courante, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas l'électricité, donc il faut ne pas l'oublier, ça aussi.
Donc, quelle est la relation entre la Brème d'Or, entre Vengeance en Creuse et votre dernier roman, donc Le Cordonnier d'Aubusson? Alors, Vengeance en Creuse, c'est les Creusois qui m'ont fait continuer après. Puisque les Creusois, ils l'ont aimé, Vengeance en Creuse. J'ai été très bien accueilli, j'étais même un peu étonné, mais vraiment, il a plu ce livre-là. Et pas qu'en Creuse, au Limousin et bien au-delà. Lorsque je fais des dédicaces à Montpellier, beaucoup de gens viennent, ça les intéresse. Surtout cette histoire des enfants réunionnais qui ont été déracinés, qu'on appelle les enfants de la Creuse, car beaucoup ont été envoyés en Creuse. Donc, ça intéresse beaucoup de gens et ça permet aux gens d'autres régions, lorsque je fais des dédicaces, j'en ai fait à Toulouse, j'en ai fait à Biarritz, de découvrir la Creuse. Il y en a beaucoup, ils savent même pas où situer sur la carte de France ce département. Donc, on parle de la Creuse, les gens découvrent et peut-être qu'un jour, ils auront envie de venir y passer leurs vacances, pourquoi pas. C'est un peu le but aussi. Donnez-nous un petit peu quelques brèves du synopsis de Vengeance en Creuse. Alors, Vengeance en Creuse, donc au départ, c'est un paysan qui est trouvé assassiné dans un bois, donc dans les environs de Chénérail, et donc l'enquête est menée par l'inspecteur Castellion, un enquêteur qui vient de Limoges, qui vient enquêter donc en Creuse, et donc il va y avoir tout un tas de suspects potentiels, et parmi lesquels, en premier, un enfant réunionnais qui avait été accueilli par ce paysan-là et qui avait été maltraité. Et c'est un petit peu une suite du premier, puisque ce Cordonnier d'Aubusson, on l'avait déjà rencontré dans Vengeance en Creuse. C'est pour ça que les deux s'appellent un peu Vengeance en Creuse. Et donc là aussi, il va y avoir tout un tas de rebondissements, de suspects potentiels. Et l'inspecteur Castellion, cette fois-ci, va être affublé, entre guillemets, d'une jeune inspectrice stagiaire, ce qui va pas lui plaire du tout. Je reviens un peu sur le combat féministe du début des années 70. On est dans les années Pompidou. On est dans l'époque où les femmes se battaient pour avoir le droit à l'avortement. Donc je parle de tout ça, parce que chaque fois moi, que je fais un polar derrière, il y a un problème de société qui se dessine. Donc cet inspecteur-là, il est un peu macho, on va lui imposer une jeune inspectrice stagiaire, une femme qui rentre dans la police, ça va pas lui plaire, il y a des gendarmes, ça va pas leur plaire non plus, la jeune fille, elle va être obligée de se battre pour faire entendre sa voix, pour avoir sa place, ça va pas être gagné d'avance, c'est tout ça que je décris tout au long de l'enquête. Est-ce qu'en 2018, on aura d'autres histoires, on aura un autre roman? Oui, je peux vous en dire deux mots. Ça se passe tout près d'ici, ça se passe à l'étang des Landes. Donc il va y avoir un médecin qui va être découvert, noyé mort avant. Et donc là, on va parler encore de problèmes de société. Et j'aime bien parler de problèmes qui ne sont pas très connus. Je vais parler du thalidomide. Le thalidomide, c'est le premier scandale, ou l'un des premiers scandales pharmaceutiques de l'après-guerre, où dans les pays, notamment en Allemagne et au Canada, mais aussi un petit peu en France, les femmes enceintes qui avaient pris ce médicament-là ont accouché de bébés mal formés, qui avaient 100 bras, donc avaient des mains au niveau de l'épaule. Le fond de l'affaire, comme c'est des enquêtes policières, ce sont des fictions. Mais les anecdotes sont plus que vraies. Bon, on ne peut pas reconnaître les personnages, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont déroulées, effectivement. Ce sont des histoires que vous avez vécues tout à fait. Autobiographiques? Tout à fait. Mais pas la fiction, bien sûr, du crime, tout ça. Hein. Ça, c'est une fiction. Hein. En rugby, c'était la fête à Clermont-Ferrand pour l'Ovalie Club de Montluçon. Le score de 16-15 contre Borg-les-Orgues, les sacres champions d'Auvergne. Balle de match, on est dans le temps additionnel de cette finale honneur 2017-2018 et le ballon qui a été cafouillé par les Bortois. Avec un en avant la balle de match et c'est terminé. Jakubovic. Montluçon est champion d'Auvergne. Honneur, Montluçon succède à Rion au palmarès. Les Montluçonnais qui ont dominé cette phase régulière du championnat, qui ont terminé ce championnat avec 13 points d'avance au classement, qui ont été ballottés, qui ont eu du mal dans cette finale. Aujourd'hui, ils ont été menés la majeure partie du temps, dirons-nous. Ils ont été de menés, la première à la 77e, 78e. À la 80e minute, et qui ont pris l'avantage grâce à ce drop dans les derniers instants, ce drop de Forichon. Et Montluçon qui s'impose au bout du suspense, 16-15, Montluçon, champion d'Auvergne. Et on peut voir...
À handball face à Carquefou, la Lanterne Rouge, les Montluçonnaises ont brillé et se sont logiquement imposées 33-19 à la Halle des Sports. Les portes de la montée sont encore ouvertes. En football, Montluçon Foot s'incline 0-3 au stade de Dunlop face au deuxième du classement bourgoin. En football, Montluçon Foot s'incline 0-3 au stade de Dunlop face au deuxième du classement bourgoin. En Ligue 2, le Clermont Foot 63 a battu Orléans 4-2. Le foot bien assis, l'équipe Fagnon l'emporte contre l'AS Bizerois 8-1. L'équipe B l'emporte devant Saint-Victor 4-1, tandis que l'équipe C bat Saint-Angèle 3-0. En cyclisme, alors que Florian Vachon a tenu la tête de la course, c'est Bob Jungels qui s'impose. Notre champion, Julien Alaphilippe, termine 4e au général de la course, Liège-Bastogne-Liège. Montluçon a le nord en moto. Jules Cluzel a remporté la course du Grand Prix des Pays-Bas. Mathieu Ligiana a réalisé un exploit en remportant les 24 heures du Mans moto dans la catégorie Superstock ce week-end. Cerise sur le gâteau, le coureur de 29 ans, originaire de Benne-dans-l'Abbaye, termine à la 6e place au général. À demain 19h, donc ce soir sur TF1 Camping Paradis, sur TMC Harry Potter. Alors bonne soirée à vous et portez-vous bien.